Assalamu alaikum, chers élèves. Je suis M. Hussein Youssouf Osman, professeur de SVT du lycée de Gabod. Aujourd'hui, je vous présente partie 3, corps humain et santé. Chapitre 15, l'évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie. Séquence 3, la vaccination. Donc, ce qui veut dire que je fais suite aux séquences précédentes. Donc séquence 1 et séquence 2 qui ont été déjà enregistrées et vous avez déjà suivi. Alors séquence 3, la vaccination. Donc ça fait suite à quoi? Donc ici vous voyez rappel du cours. Donc ce qui veut dire que c'est que vous avez fait la séquence précédente. Alors vous avez déjà fait chaque fois qu'un nouvel antigène se présente, certaines cellules immunitaires sont chargées de déterminer sa fiche d'identité et de la conserver. Donc, ce qui veut dire que vous avez fait la conservation de la réponse immunitaire, ce qui veut dire que la mémoire immunitaire. Donc, dans l'attente d'une future agression. Donc, ce qui veut dire qu'un nouveau antigène qui est toujours le même qui a été déjà enregistré et d'ailleurs conservé sa fiche. Ce qui veut dire que maintenant, l'antigène a été conserver sa fiche d'identité dans la mémoire immunitaire. Donc, ce qui veut dire que une nouvelle fois, si jamais que ce même antigène se présente, ce même agresseur se présente dans notre organisme, donc ce qui veut dire que notre organisme ne va pas perdre du temps, il va tout de suite réagir. Alors, la vaccination prend appui sur ce mécanisme pour enrayer les antigènes. Donc, ce qui veut dire que maintenant, la vaccination va, elle aussi, s'appuyer sur ce mécanisme de mémorisation de l'antigène, ou bien de la fiche de l'antigène. Alors, une question peut se poser. Donc, en réinvestissant tes connaissances sur la mémoire immunitaire, que tu as déjà bien comprise la séquence précédente, séquence 2, peux-tu proposer une piste de réflexion sur le principe de la vaccination? Alors, je vous donne une minute de réflexion et vous allez nous donner la réponse. Tout de suite. Alors, ici, vous voyez cette image. Cette image, vous voyez que c'est un enfant qui est en train, qu'on le vaccine. Donc, c'est un acte de vaccination. Cette image te rappelle sûrement ton enfance. Donc, chers élèves, il s'agit de quoi? De la vaccination. Donc, qu'est-ce que vous voyez de cette image-là? Vous voyez que cet enfant-là, vous voyez une seringue qui va à l'encontre de cet enfant. Donc, ce qui veut dire que il s'est fait vacciner cet enfant. D'accord. Maintenant, alors, une question générale de cette séquence qu'on peut se demander. Alors, comment agissent les vaccins dans notre organisme? D'accord? Alors, ce sont les principes et ainsi de suite. Donc, on va répondre en utilisant les documents du manuel que vous avez. Alors, un élève va donner son hypothèse. D'accord? Il dit que je pense que le vaccin contient des solutions qui ont la propriété d'activer la mémoire immunitaire. Donc, d'activer la mémoire immunitaire. Donc c'est une proposition, ce qui veut dire que c'est une
hypothèse. Cette hypothèse va être validée ou invalidée en utilisant les documents et toutes les informations qui sont dans les documents et ainsi de suite. Donc, on va voir ensemble. Maintenant, alors, c'est le document que vous devez utiliser, document 1 et 2 de la page 252 de ton manuel. La question, à partir de l'exploitation des documents 1 et 2, expliquer pourquoi le vaccin vivant nécessite une seule injection sans adjuvant, contrairement au vaccin inerte. Donc, c'est d'ailleurs la question qui se trouve dans ton manuel, donc la partie exploitation.
Alors, donc, ce sont les documents que tu dois utiliser. Document 1, donc ici, qu'est-ce que tu vois, cher élève? Tu vois donc les compositions de vaccins, donc ce qui veut dire que 3 types de vaccins que vous voyez ici. Et d'ailleurs, donc, quelles sont les maladies donc, que ça peut engendrer. Alors, donc, composition de vaccins, vaccin vivant. Donc, c'est un agent pathogène vivant, mais atténué. D'accord? Cet agent pathogène vivant, mais atténué, ça veut dire que son effet a été donc diminué. Alors, vous voyez ici donc une certaine maladie que ça peut donc engendrer ce type de vaccin et que ça peut donc provoquer. Et d'ailleurs, l'organisme va en profiter lui aussi. D'accord? Alors, donc des exemples qui ont été donnés dans ce tableau-là, qui se trouvent dans votre manuel aussi. Alors, la composition de certains vaccins, vous en avez 3 types. Donc, vaccin vivant, vaccin inerte. Donc, c'est un agent pathogène qui est tué. On a ajouté donc un adjuvant. Vaccin inerte, donc c'est un antigène purifié de l'agent pathogène. Et donc, un adjuvant aussi qui a été ajouté. Donc, je disais que composition de vaccin, vaccin vivant, agent pathogène, donc vivant, mais atténué. Un vaccin, donc, c'est un agent pathogène tué et un adjuvant. Donc, ça veut dire qu'on a ajouté un adjuvant. Donc, vous avez deux cas qu'on ajoute des adjuvants et un cas qui ne possède pas d'encore ou bien qu'on n'ajoute pas avec donc, un adjuvant. Donc, qu'est-ce qu'un adjuvant? C'est une substance qu'on va voir ensemble, donc sa définition et d'ailleurs qu'est-ce que ça ramène, donc qu'est-ce que ça ajoute au système immunitaire. Alors, donc ici, vous en avez donc 2 cas donc, qu'on va comparer. C'est donc le cas d'un agent pathogène vivant et naturel et un agent pathogène mais qui est aussi celui donc vaccinal, donc vivant aussi. Alors, quels sont en fait les systèmes, donc comment en fait les systèmes immunitaires se mettent en place à l'encontre de cet antigène vivant? Alors, vous voyez presque, donc c'est la même chose. Donc, la réponse immunitaire immorale que vous connaissez, qui est donc les anticorps donc provoqués par un vaccin vivant. Donc, c'est celui-là, donc le vaccin vivant. Donc, il était atténué. Donc, c'est ce que vous avez remarqué. Donc, il était atténué. Donc, ce qui veut dire que les symptômes vont être moins importants ici que donc un antigène qui est vivant, mais qui est naturel, lui. D'accord? Donc, ce qui veut dire que les symptômes que ça va provoquer ces vaccins vont être moins importants que celui donc, de l'antigène de contact. Alors, donc, ici, voilà, maintenant, donc, on en vient à la définition et aussi, donc, là, l'ajout de l'adjuvant et qu'est-ce que ça apporte au système immunitaire, donc, un adjuvant. Pour qu'il y ait une bonne réponse, donc, adaptative à l'origine des cellules mémoire, il faut d'abord que l'immunité innée soit activée. Dans le cas de vaccins vivants, contenant de micro-organismes vivants atténués, donc non virulents, qui sont capables de se multiplier, il se déclenche une inflammation avec activation de cellules dendritiques, puis de la réponse adaptative. Alors, donc, mais dans les cas de vaccins inertes, la substance active est incapable de se dupliquer dans l'organisme. On additionne alors un adjuvant. Donc, un adjuvant, c'est donc une substance qui provoque ou bien donc, qui permettent donc, à ces vaccins-là de persister dans l'organisme pour qu'en fait le système, ou bien qu'on a appelé déjà donc, dans le chapitre donc, 13, donc le RIA. Donc, ce qui veut dire que la réponse inflammatoire. Donc, ce qui veut dire que les cellules dendritiques vont avoir le temps de reconnaître et d'ailleurs présenter aussi au système donc, immunitaire adaptatif. D'accord.
Donc, ce qui veut dire qu'un adjuvant sert à la persistance du vaccin dans notre organisme. Donc, ici maintenant, dans ce deuxième document, vous voyez la réponse immunitaire immorale provoquée par un vaccin inerte, donc qui n'est pas vivant, contenant un adjuvant. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on ajoute donc des rappels des adjuvants. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Combien de rappels d'adjuvants donc on a ajouté ici? Vous voyez donc 1, 2, 3 et 12e jour, donc aussi 4, non, 12e mois après, donc 4, 5, donc 72e mois après. Alors, quels sont donc l'intérêt d'un adjuvant? L'adjuvant, donc lui, il sert que cette zone-là, cette zone de protection, donc ce qui veut dire que le taux d'anticorps ne diminue pas de cette zone de protection. D'accord? Donc, et un adjuvant sert pour l'agent non pathogène qu'est le vaccin de se maintenir et de persister dans notre organisme jusqu'à qu'en fait le système immunitaire donc inné se met en place pour qu'en fait le système immunitaire donc inné ne se débarrasse pas de ces vaccins ou bien de cet agent non pathogène. Donc pour qu'il persiste dans notre organisme et que d'ailleurs donc le système adaptatif se met en place. Donc on en a besoin de rappel des adjuvants. On continue. Alors on exploite donc les documents qu'on vient de voir. D'accord? Alors ici exploitation du document 1 et 2. Les vaccins vivants sont souvent plus efficaces car les micro-organismes se multiplient et ils déclenchent une réaction inflammatoire à l'origine d'une production efficace d'anticorps et de LTC. Alors, revenons maintenant pour voir les documents qu'on avait déjà vus et donc on avait essayé donc, de bien comprendre. Alors, c'était ce document-là. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu ici? C'était là où il y avait les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc, cette réaction inflammatoire a permis que la réaction adaptative se mette en place. Donc, c'est la même chose aussi pour en fait, un vaccin qui est vivant aussi. Donc, c'est le vaccin ici vivant. D'accord? Donc, ce qui est diminué ici, c'est seulement donc, les symptômes, ce qui veut dire que la réaction inflammatoire, qui est beaucoup plus, donc, beaucoup moins que les symptômes d'un agent naturel. D'accord? Alors, revenons donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit comme exploitation des documents? Les vaccins vivants sont souvent plus efficaces parce que donc, les micro-organismes se multiplient et ils déclenchent une réaction inflammatoire à l'origine d'une production efficace. Maintenant, en revanche, dans les cas de vaccins inertes, la substance active est incapable de se dupliquer, de se multiplier, d'accord, dans notre organisme. On additionne alors des adjuvants. Ils agissent en augmentant la durée de vie des antigènes au niveau du point d'injection qui favorise le déclenchement d'une inflammation, avec activation des cellules dendritiques, notamment indispensable à la génération de la réponse adaptative. Alors, donc, là, maintenant, donc, on a exploité les documents. On passe à la deuxième question de votre manuel. Alors, deuxième question. Montrez l'impact de la vaccination sur les phénotypes immunitaires d'un individu au cours de sa vie et sur la santé des populations.
donc en général. Alors, donc, sans tarder, donc de la naissance, et on nous fournit, donc, ou bien on fournit à la maman un calendrier de vaccination donc, de son enfant, donc de son bébé. Donc il existe un certain nombre de vaccins que doivent recevoir tous les individus en suivant les calendriers de vaccination. Alors ça, c'est l'évolution du stock de lymphocytes mémoire suite au vaccin. Donc des exemples donc de vaccins qu'on reçoit dès la naissance. Par exemple, donc, la diphtérie, donc, la tétanos, la poliomyélite, la coqueluche. Donc ce sont des vaccins qu'on nous injecte ou bien qu'on prend après 2 mois de naissance. Donc il y en a des vaccins qu'on prend ou bien après combien de mois après, donc par exemple 12 mois, la rougeole ou bien la rubéole. Ces 2 vaccins-là, donc on en prend après 1 an d'existence. Donc déjà, il y en a un calendrier. Maintenant, alors donc, dans ces documents-là, on voit un accroissement du nombre de lymphocytes B, mémoire, chez les personnes vaccinées. Donc, ce qui veut dire que on peut faire un suivi de nombre ou bien de pourcentage de lymphocytes B mémoire spécifiques du virus de la variole. Alors, donc, en premier cas, on peut comparer entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc, vous voyez très bien que les personnes non vaccinées ont un pourcentage de lymphocytes B mémoire spécifique du virus de la variole beaucoup moins importante que les personnes vaccinées. On peut aussi comparer entre les personnes vaccinées, mais d'intervalles d'âge différents. Alors ici, j'en ai l'intervalle de 20 à 40 et de 40 à 60. Ça veut dire que l'intervalle 40 à 60, on a plus de lymphocytes B mémoire spécifique du virus de la variole, beaucoup plus importante que cet intervalle d'âge. Ce qui veut dire que l'explication peut être que d'autant plus que ces personnes-là étaient vaccinées de 1 et de 2, peut-être que ces personnes ont rencontré des agents pathogènes ou bien non pathogènes de virus de la variole. D'accord? Alors, ce qui veut dire que ces personnes ont beaucoup plus de lymphocytes B mémoire spécifiques du virus de la variole. Alors, ici, on vous dit, grâce à une vaccination systématique depuis 1958, en 1980, la variole a été considérée comme éradiquée et depuis, les vaccinations antivarioliques ne sont plus obligatoires après ces années-là, parce que ça a été éradiqué. Alors, on fait la suite avec l'exploitation du document. D'accord. Donc, la vaccination provoque une réaction immunitaire protectrice pour l'organisme, ce qui veut dire que pour l'individu, et permet la production de cellules à mémoire. Donc, c'est ce qui nous a fait aussi faire suivre les pourcentages de lymphocytes B mémoire à l'encontre du virus de la variole. Alors, à la suite de chaque vaccin qui doit recevoir un individu selon les calendriers de vaccination, il se produit une réaction immunitaire puisant dans les stocks de lymphocytes naïfs et produisant des lymphocytes à mémoire. Donc, ce qui veut dire que plus la personne grandit et plus il rencontre des agents pathogènes. D'accord? Alors, dans le dernier document de cette séquence, vous voyez ici l'effet de vaccin sur les populations. Alors, ici, on en a une population de départ qui est presque égale à 50 millions d'habitants. Alors, cette population, vous voyez l'évolution du nombre de cas par million d'habitants jusqu'à maintenant, ici. Vaccin en fait injectable. Ici, vaccin injectable. Donc, on a injecté un vaccin. Qu'est-ce qui a diminué?
Ce qui a diminué, c'est le nombre de cas par million d'habitants. Jusqu'à, donc, les vaccins se suivent, jusqu'à maintenant, donc, éradiquer les agents pathogènes. Par exemple, la variole qu'on vient de voir. Maintenant, dans le texte, ici, le texte accompagné du document que vous avez dans votre manuel. Donc, vous en avez ce texte-là. Quelle est la partie la plus importante de ce texte? Donc, qui va nous servir à comprendre que les vaccins servent à protéger la population, ou bien les populations. Alors, la transmission d'une maladie contagieuse est directement liée à la proportion des sujets atteints par cette maladie dans la communauté. La transmission diminue lorsque le nombre de personnes immunisées augmente. Lorsque ce nombre devient assez important, l'agent infectieux cesse de circuler dans la population. Alors, quelle est la partie la plus importante qui va aussi donc, nous faire savoir la protection de la population? D'accord? Très bien. Alors, voilà la partie la plus importante donc, de votre texte-là. La transmission diminue lorsque le nombre de personnes immunisées augmente. D'accord? Le nombre de personnes immunisées augmente. Lorsque ce nombre devient assez important, l'agent infectieux cesse de circuler dans la population. Ce qui veut dire que donc, la majeure partie de la population est immunisée et donc l'agent pathogène va maintenant donc cesser de circuler dans la population. Et d'ailleurs, il y aura quoi même? La protection de personnes non immunisées, ce qui veut dire que non vaccinées. Alors, je reviens, la suite, c'est ici. Donc, cela amène donc un effet protecteur pour l'ensemble de la population, incluant les personnes non vaccinées. Ce qui veut dire que donc, si la majeure partie de la population a été immunisée par vaccin, ou bien qui ont été vaccinés, alors donc le reste qui n'ont pas été vaccinés ou que donc le vaccin n'a pas atteint à leur place, donc ces personnes-là vont être aussi protégées. Et ça, c'est ce qu'on appelle la protection de la population par le vaccin aussi. Donc cet effet est l'immunité de groupe. Elle constitue la base des programmes donc, populationnels de vaccination. Menée à l'échelle nationale ou mondiale, une vaccination peut éventuellement permettre l'éradication d'une maladie contagieuse. Alors maintenant, l'exploitation du document. Voilà, cette protection à l'échelle individuelle permet, donc ce qui veut dire que le vaccin permet de lutter contre la transmission d'agents infectieux entre les individus, les unes des autres. Et donc d'assurer une protection aux individus non vaccinés, aussi à l'échelle de la population entière, c'est l'immunité de groupe. Menée à l'échelle mondiale, une vaccination peut éventuellement permettre l'éradication d'une maladie. D'accord? Alors maintenant, en général, schéma bilan de cette séquence. 1. Donc ça c'est un vaccin. Donc vaccin. Il est donc deux fois un agent infectieux atténué ou un agent infectieux tué. On ajoute, pour qu'il persiste dans notre organisme, un adjuvant. Un antigène purifié de l'agent infectieux. On ajoute aussi un adjuvant pour qu'il persiste encore dans notre organisme. On venait de voir ça. Maintenant, donc, on va voir à l'échelle du temps donc l'augmentation de la production des cellules mémoire au cours de la vie. Donc, alors, ça va suivre donc, une injection du vaccin, induction d'une réponse innée, d'une réponse adaptative, donc qui se suivent. Alors, suivant, on trouve alors une formation des cellules mémoire après vaccination. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Protection de l'individu vacciné. Et après, donc, la vaccination, donc, ou bien les maladies, sert à quoi? Évolution du phénotype immunitaire au gré de rencontres avec les antigènes.
Et là, donc, on en termine de cette séquence, la vaccination. Pour aller plus loin, donc, on va lire ensemble ces points-là qui sont très, très importants aussi. Alors, dans les cas de la grippe, les antigènes changent tous les ans. Il est donc impossible de mettre en place de lymphocytes mémoire spécifiques. Donc, puisqu'ils changent et qu'ils mutent tous les ans, alors là, c'est impossible pour notre organisme de mémoriser et de mettre en place un système mémoire pour qu'après, il réagisse à l'encontre de cette même antigène, puisqu'en fait, il ne va pas revenir. Alors, donc, il va muter, pareil. Dans d'autres cas, par exemple, les pathogènes sont incapables de muter rapidement et d'échapper au système immunitaire. Donc, cas du paludisme aussi. Actuellement, il existe une polémique sur les effets secondaires des adjuvants. Donc, qu'est-ce que ça cause, les adjuvants dans notre organisme? Donc, les effets secondaires que nous connaissons, ce sont en fait les autres problèmes que ça ramène les adjuvants dans notre organisme. Donc, alors, est-ce qu'il faut le conserver ou bien donc, de ne plus les utiliser? Alors, donc, on termine sur ces 3 points très intéressants. Et donc, je vous dis donc, bon courage et à la prochaine sur la dernière séquence du chapitre.